Madame la ministre Iorana, chers collègues, mesdames et messieurs les inspecteurs, mesdames et messieurs les enseignants, les personnels de Polynésie française, du système éducatif, mesdames et messieurs, alors n'étant pas familier des visios par Facebook Live, je salue l'ensemble des collègues et l'ensemble des auditeurs. Ce temps particulier est un temps extrêmement important pour le développement de l'histoire du système éducatif polynésien. Je vais juste dire que j'interviens ce matin pendant les 20 minutes, je crois, qui me sont imparties. C'est ça, Thierry? Merci. Au nom du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui s'associe à nos travaux, et au titre de la représentation du haut-commissaire de la République en Polynésie française, Dominique Sorin, qui m'a également demandé d'intervenir en son nom et de vous faire part de tout son soutien, de toute sa contribution à nos travaux. Nous sommes donc réunis dans ce temps particulier pour les assises du numérique éducatif. Parce que les assises du numérique, je n'aurais même pas osé les introduire, vu que je ne fais pas partie des générations qui ont été socialisées aux ordinateurs et au numérique. Nous sommes bien dans la problématique du va-et-vient entre technologie et acte éducatif, entre modalités d'enseignement et utilisation de nouveaux outils. C'est ça le cœur de notre réflexion, c'est ce qui a mobilisé pendant des semaines et des mois nos collègues qui ont organisé, je pense aussi à les remercier du côté de la DG2E, bien entendu, du côté des services du vice-rectorat qui sont partenaires. Donc je remercie les organisateurs qui ont vraiment fait preuve d'implication et d'innovation. Je veux aussi redire que le numérique éducatif, ou plutôt la crise lors de laquelle le numérique éducatif a dû s'adapter, donc pour tous nos personnels, je vais y revenir, cette crise, elle a concerné l'ensemble de la société qui a été aussi mise en demeure de s'adapter. Nous n'y étions pas préparés. Nous n'y étions pas préparés. Nous n'avions pas de mode d'emploi. Le succès de l'éducation repose bien entendu sur les cadres successifs qui ont été donnés et critiqués, je ne l'ignore pas, mais en Polynésie française, je peux le dire, puisque je n'étais pas là en mars dernier, nous avons fait, vous avez fait mieux qu'ailleurs. Je le dis, Madame la Ministre, et vous savez que ce n'est pas dans mes habitudes les compliments gratuits. Nous travaillons tous les jours ensemble, donc là-dessus, soyez rassurés, mais beaucoup de travail a été fourni, beaucoup d'adaptations ont été réalisées et proposées, ce qui a fait que le système éducatif polynésien n'a été en fermeture, en vase clos, que quelques semaines l'année dernière. Je rappelle aussi à nos auditeurs que depuis la rentrée du 1er août 2020, nous n'avons pas fermé à aucun moment l'intégralité du système éducatif. Certes, de façon homéopathique, il y a eu des choses, mais ce que je veux dire dans cette première idée, c'est que ce qui est défini comme des difficultés, l'éloignement, un territoire immense, c'est aussi un atout considérable lorsque l'on peut travailler en direct avec le ministre de la Santé pour vous-même, Madame la Ministre, et évidemment les acteurs du système éducatif pour nous, les enseignants. Une académie de petite taille, une académie à taille humaine, présente aussi des atouts, et je n'ignore pas que si on peut se réjouir en première approche d'un certain nombre de résultats, il faut le dire, c'est que cela repose sur la capacité d'implication et d'innovation de tous nos personnels. Voilà, il faut le dire, le redire, quand je dis tous les personnels, bien entendu en premier lieu les personnels enseignants, mais aussi les chefs d'établissement, les corps d'inspection, parce qu'ils ont été mobilisés, et je le redis, sans le mode d'emploi, adapté à telle situation insulaire, adapté à telle situation de fond de vallée, adapté à telle situation urbaine. Cela concerne aussi l'ensemble des personnels, je pense aux psychologues, aux assistantes sociales, aux infirmières, aux parents, aux tavanas, qui ont été, pour beaucoup d'entre eux, mobilisés. Cette capacité d'adaptation, maintenant on dit agilité,
En 2021, on ne dit plus adaptation, on dit agilité. Au moins, la crise aura permis de montrer cette capacité de réagir, d'innover au service des jeunes. Alors certes, c'est une réussite qui masque évidemment des contrastes, y compris en Polynésie française. Je rappelle que, et Madame, vous le disiez en préambule, je rappelle que la priorité politique du ministre de l'Éducation nationale, c'est la lutte contre les inégalités sociales, la lutte contre les inégalités territoriales. Et oui, en Polynésie française, nous avons de quoi faire. Ce n'est pas à vous que je vais infliger la carte de la Polynésie, mais c'est un territoire immense et les inégalités sociales, économiques sont là. Donc nous en avons bien conscience. Tous les travaux nationaux et internationaux montrent que la crise a révélé ces inégalités et, je devrais dire, a amplifié ces inégalités. Nous n'en parlerons que peu puisque ça n'est pas le sujet, mais les étudiants métropolitains, dont des Polynésiens, se sont retrouvés dans un premier temps totalement démunis ou totalement dans des situations d'inégalité pour suivre des cours d'amphi, mais les TD, les TP, y compris les maîtres de conférences et les professeurs d'université, n'y étaient pas réellement prêts. Donc c'est l'ensemble du système éducatif, de la maternelle à l'université, qui a été ébranlé, c'est l'ensemble de la redistribution des cartes qui a été affectée. En période de crise comme en temps ordinaire, les étudiants les plus agiles, les plus adaptés, sont ceux qui s'en sortent le mieux. Mais les enseignants le savent, ils sont là au service de tous les élèves et des efforts particuliers doivent être faits pour faire réussir ceux qui ne sont pas déterminés par leur environnement familial, par leur culture, leur proximité à la culture scolaire, ils ne sont pas prêts à réussir et c'est là qu'il y a le plus de travail. Premier résultat, pour nous, même, Madame la Ministre, nous mettons en place un observatoire polynésien de la persévérance scolaire. Parce que cette crise, oui, elle a amplifié la distance que certains ont pris au système éducatif. Nous ne pouvons pas faire semblant ou passer sous silence de dire que l'absentéisme s'est accru. Or, la priorité, le ministre de l'Éducation nationale l'a dit et redit, c'est de maintenir un système éducatif en ordre de marche. C'est de maintenir le moins distant possible tous ces jeunes dont on sait que dans certains pays, y compris dans certains territoires nationaux, une suspension d'éducation pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, eh bien, il n'y a pas de coup de baguette magique, ça ne peut pas se rattraper comme ça. Et c'est pour cela que tous les efforts dont je parlais, tous les efforts collectifs, quelque part, sont déjà méritoires parce qu'ils ont maintenu du lien, même si notre réserve, c'est qu'il nous faut nous préoccuper aussi de ceux qui ont, non pas décroché, mais ceux qui se sont affranchis de la scolarité obligatoire. Nous avons d'autres projets moins coercitifs que celui-là pour les faire raccrocher. Nous avons fait aussi, je le rappelle, au-delà des assises du numérique éducatif, nous avons fait dès le mois d'août, dès le mois de septembre, avec tous les partenaires, ce qu'on appelle des retours d'expérience. Parce que ça n'est pas simplement des retours d'expérience sur le numérique éducatif, mais bien une réflexion globale. D'autres questions nous préoccupaient, à savoir la santé des jeunes. Est-ce qu'ils ont mangé à leur faim? Est-ce qu'ils sont... Vous voyez, il y avait des choses basiques. En période de crise sociale, économique, sanitaire, est-ce que nos petits viennent à l'école le ventre plein? Est-ce qu'ils sont en situation d'apprendre ou pas? Et les indicateurs que nous avions et nous interroger, d'où ces appels à projets du ministère de l'Éducation nationale. J'espère qu'ils vont bénéficier aux petits Polynésiens d'ici peu. C'est les petits déjeuners du matin qui s'inscrivent dans les écosystèmes locaux parce que le ventre vide, on apprend moins bien que le ventre plein. Je rappelle aussi que nous sommes, dans cette période post-Covid, mis en demeure de faire plus et de faire mieux collectivement. Nous devons faire plus, nous devons faire mieux. Alors je ne parle pas simplement des résultats scolaires, puisque vous savez, nous avons des batteries chaque année d'évaluation.
et qui nous montre que ici, on n'est pas dans les premières académies nationales. Assumons-le, on a d'autres atouts de plurilinguisme, de multiculturalité, mais il faut être capable de les capitaliser et de les rendre positifs au sein de la performance scolaire. Alors, l'obligation dans laquelle nous nous sentons, c'est d'améliorer, par exemple, la carte des formations. La carte des formations, aujourd'hui, elle a en perspective un projet que certains d'entre vous connaissent, que nous avons appelé le campus des métiers de l'hôtellerie et de la restauration du Pacifique, pour permettre, dans une mise en réseau à l'échelle de tout le territoire polynésien, à des enfants de s'impliquer dans la voie professionnelle, dans la voie de l'apprentissage, à des adultes de s'impliquer dans des modalités un peu modernes de l'alternance. Tout ceci étant fait en partenariat, sous la responsabilité de la ministre ici présente, en partenariat avec les socioprofessionnels du secteur. La crise, en clair, elle nous oblige à faire mieux, à innover. L'observatoire n'était pas dans les tuyaux, le campus était déjà en gestation, mais il nous faut l'accélérer et surtout, il nous faut penser ce temps de l'après-Covid. Je veux aussi rappeler que, et tous les enseignants le savent, c'est que certains élèves, même isolés, peuvent réussir. Là aussi, je ne le passerai pas sous silence, mais la crise Covid a eu pour conséquence, certaines familles sont inquiètes, hein, nous l'entendons tous les jours, n'osent pas renvoyer leurs jeunes à l'école, et même si ce sont des petits nombres, le ministre de l'Éducation nationale y est attentif, le nombre d'enfants scolarisés au CNED, donc par correspondance, s'est amplifié. Et on pourrait se dire, dans ce cadre-là, mais ça y est, d'un coup de baguette magique, comme vous le savez, un certain nombre de marronniers interviennent régulièrement dans le système éducatif, mais il n'y a peut-être plus besoin d'enseignants, puisque tel ou tel réussit par correspondance. C'est loin d'être le cas. Un certain nombre de jeunes, un certain nombre d'élèves, un certain nombre de collégiens ou de lycéens peuvent réussir quelles que soient les conditions. Ce certain nombre, il est extrêmement réduit. La réussite de tous par la capacité des enseignants à motiver les élèves, à les faire adhérer à un projet. Les parents s'en sont rendus compte. Enseigner, c'est un métier qui s'apprend. C'était le slogan des IUFM il y a quelques années. Enseigner, un métier qui s'apprend. Combien de parents qui sont partis fleur au fusil, heureux d'avoir leurs enfants à la maison et dans une forme récréative se sont dit pendant quelques jours, pendant une semaine ou deux, on va pouvoir enfin faire œuvre éducative. Eh bien, au bout d'une semaine ou deux, ils se sont rendus compte que c'était compliqué, parce qu'il faut maintenir la motivation. Sans motivation, on n'apprend pas. Je ne viens pas de la psychologie, mais de la sociologie, mais les psychologues ou les psychanalystes disent apprendre, c'est investir du désir dans le savoir. Quand on n'a pas envie d'apprendre, on n'apprend pas. On peut rester, et je ne fais pas une offense aux étudiants d'université, mais j'ai eu l'habitude d'avoir des très grands amphis. Je ne savais jamais si ceux du fond dormaient, si ceux qui avaient leur tablette ouverte jouaient, ou s'ils écoutaient, s'ils étaient là vraiment pour s'investir et mettre en activité une forme d'apprentissage. D'autres très studieux prenaient des notes et n'apprenaient leurs notes qu'une fois rentrés à la maison. Bref, il y a plein de bonnes façons d'apprendre, mais en tout cas, aujourd'hui, on a réalisé que les innovations pédagogiques, le traitement didactique, pour utiliser un terme qui caractérise la mise en relation d'une discipline à enseigner avec les caractéristiques d'apprenant ou pas, et je le redis, ce n'est pas mes termes à moi. Apprenant, on a confondu l'apprenant avec l'élève. Comme si, d'un coup de baguette magique, quand il rentrait dans la salle de classe, l'enfant devenait un apprenant. Mais ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Oui, il y a des enfants qui viennent parce qu'ils ont envie d'apprendre. La plupart du temps, ça repose sur la rencontre avec une maîtresse,
un professeur, avec un collectif aussi. Il ne faut pas oublier la puissance, la force du collectif, de la classe, la coéducation, la socialisation entre pairs. Tout seul, on apprend moins bien, globalement. Je mets à part le 1% de très très bon. Alors, comme on me fait signe qu'il reste à peu près 5 minutes, je voudrais terminer par 3 idées au cœur de la réflexion. Non pas déflorer les contenus, les propos qui vont être délivrés par des intervenants nationaux ou qui vont remonter du terrain par les groupes de travail qui sont mis en œuvre. Je veux rappeler une chose, c'est que le numérique en soi n'est pas éducatif. Ça me fait penser à... c'est quelque chose d'essentiel. Je vais prendre une métaphore, les valeurs du numérique. Le numérique n'a pas de valeur, pour le dire autrement. Et je vois un grand spécialiste du sport dans la salle. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Le sport n'a pas de valeur. C'est indifférent entre nous. Le sport n'a pas de valeur en soi. Le numérique n'a pas de valeur en soi. Le sport et le numérique n'ont de valeur que par la qualité des enseignants, des éducateurs, des animateurs, des professeurs qui le mettent en œuvre. Voilà, pour moi, la base, elle est là. Comme toutes les techniques, si vous voulez, dans un premier temps, comme toutes les technologies, dans l'histoire des technologies, les technologies modernes, il faut s'en méfier parce qu'elles sont critiquées. Le téléphone a été critiqué. Le Minitel, alors je parle de trucs, maintenant je me rends compte que je suis très très vieux parce que le Minitel, peut-être personne n'en a croisé dans sa vie, mais le Minitel, c'était une infamie absolue. Mais comme dans l'histoire des sciences et des techniques, le vélo était une infamie à la fin du XIXe siècle. Non pas pour son côté technique, comme le Minitel, mais parce qu'il était en rupture complète avec l'ordre social établi. Je reviens à mes moutons pour ne pas vous égarer. Le numérique n'a de valeur que par l'inscription dans un cadre éducatif. Le numérique, comme le sport, n'a de valeur que par la qualité des hommes et des femmes qui le distillent, qui l'enseignent, qui en sont les garants. Et c'est la même chose pour les familles. Ça ne suffit pas de mettre un enfant devant la télé, même devant Arte, pour qu'il y ait œuvre éducative. Et pourtant, il y a des programmes éducatifs extrêmement intéressants, mais cela ne suffit pas. C'est la mise en perspective qui compte. Je rappelle pourquoi je disais avec force le numérique. Je rappelle juste... Alors, les mineurs, bouchez-vous les oreilles. La première consommation d'Internet dans le monde, c'est la pornographie, il faut quand même le redire. En soi, le numérique, les ordinateurs n'ont pas de valeur d'éducation, en soi. Alors qu'on en a besoin, évidemment, pour beaucoup de choses, pour l'enseignement, mais aussi pour la mise. Il ne s'agit pas d'une critique définitive des réseaux sociaux, mais les conditions d'un numérique éducatif, vous en êtes les garants et vous en serez les garants dans nos travaux. À quelles conditions le numérique devient-il éducatif, justement? À quelles conditions permet-il, favorise-t-il des apprentissages? À quelles conditions sécurise-t-il les apprentissages? À quelles conditions le va-et-vient entre la salle de classe et le face-à-face numérique ou le face-à-face même collectif, dans des usages plus collectifs du numérique, ont du bon. Je ne vous ai pas dit, les réseaux sociaux, ça ne vaut rien. La preuve, je vous remercie, nous sommes en Facebook Live. Alors pour moi, c'est une grande première, mais vous avez vu que ma génération, on n'a pas été socialisé au numérique. Donc c'est extrêmement différent des enfants socialisés aux consoles, puis au numérique, qui arriveront enseignants dans 10 ans. Enfin, pour terminer, une piste puisqu'on va beaucoup, vous allez beaucoup parler d'ENT, vous allez beaucoup parler de travail collaboratif. Je crois que, comme souvent, Madame la Ministre, la clé du succès, puisque nous le faisons quotidiennement, Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Directeur de... Nous travaillons tous les jours ensemble. Alors, la crise, elle n'a fait qu'accélérer ce partenariat État-pays,
Mais désormais, nos équipes travaillent tous les jours ensemble. Nous avons des comptes à rendre. Il faut qu'on s'améliore, il faut qu'on propose une meilleure insertion, une meilleure formation à tous nos jeunes. Je rappelle à ceux qui déplorent tous les mois de juin que le bac, ça ne vaut plus rien. Oui, mais le vice-recteur, il nous raconte des trucs, tout le monde a son bac. Non, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Et je veux bien un débat là-dessus, mais un débat sérieux là-dessus. Moins d'un jeune sur 2 obtient le baccalauréat en Polynésie française aujourd'hui. Et pourtant, le système éducatif y est de plus en plus performant. Donc vous voyez bien, nous n'allons pas nous satisfaire du verre à moitié plein, nous regardons comment remplir ce verre aux 3/4. Et nous avons, oui, Madame la Ministre, nous avons d'énormes ambitions pour la jeunesse polynésienne. Mon dernier mot sera pour dire que tout ceci, avec nos petits bras, cette fois-ci, nous ne laisserons pas les personnels, les enseignants, les inspecteurs, les chefs d'établissement œuvrer tout seuls dans leur coin. L'ambition d'aujourd'hui, elle est en fait le coup d'envoi d'un travail collectif et de la construction d'une communauté d'apprentissage. C'est essentiel, y compris dans la perspective du numérique éducatif, la construction d'une communauté d'apprentissage, parce que l'éducation toute seule, c'est une chose, mais l'éducation, ça n'est pas que l'affaire des professionnels. L'éducation, c'est partagé, je le rappelle en conclusion. C'est partagé entre l'école et les familles. Et lorsque les valeurs de l'école et les valeurs de la famille se percutent ou se contredisent, pire encore, l'enfant est placé dans une situation quasi schizophrénique qui ne lui permet pas d'apprendre. Donc construisons cette communauté d'apprentissage entre l'éducation, les familles, mais aussi les communes. Nous avons vu que lorsque les Tavana étaient en première ligne, eh bien, ça facilitait les choses. Nous avons vu aussi que l'État, aujourd'hui, a pris la mesure de ces retards, de ces déficits, de cette nécessité d'aller plus vite, en lançant des appels à projets qui vont de l'université, qui candidate aujourd'hui à un concours national appelé Campus Connecté, mais nous avons aussi des mesures de soutien permises par le pays et permises par l'État pour améliorer encore une fois les conditions d'accès aux tablettes, d'accès aux ordinateurs, d'accès aux liaisons. Et tout ceci, je ne devrais pas le dire comme ça, mais grâce à la crise Covid, quelque part, a donné un coup d'accélérateur terrible au numérique éducatif. Je vous remercie.